Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Instant Politique, votre émission qui reçoit pour vous deux invités. Avec eux, nous allons parcourir l'actualité et aujourd'hui, il y a deux sujets qui nous intéressent. À moins d'un an de l'élection présidentielle de 2026, le paysage politique béninois reste calme. Aucun candidat ne se dessine à l'horizon. Et au second sujet, nous allons parler du bilan du président de la République, Patrice Talon. J'ai mes deux invités qui sont déjà sur place. Il s'agit de M. Fadel Abou Kabassi. Vous êtes consultant, expert financier. Vous êtes également ancien conseiller technique au secteur privé du ministre Abdoulaye Biotchane. Vous êtes également membre du parti du Bloc républicain. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, vous, c'est Yedafou Koutchemen, vous êtes journaliste, analyste. Bonjour. Bienvenue une fois encore sur ce plateau. Nous avons l'habitude avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier sujet qui nous concerne, c'est les élections présidentielles de 2026 qui s'approchent lentement, mais pourtant, on n'a aucun candidat qui se dessine. Alors, vous, Monsieur Fadel Abou Kabassi, en tant que politique, qu'est-ce que cela suscite en vous comme interrogation? Alors déjà, merci pour l'invitation. Ce que ça appelle tout de suite, c'est juste une petite correction. Vous avez dit qu'il n'y a pas de candidat qui se soit déclaré, mais par respect pour certaines personnes qui ont quand même évoqué leur intention, il y a des gens qui se sont déclarés pour la candidature à la candidature. Oui, n'est-ce pas? Oui. C'est juste que contrairement à avant, où on n'a pas besoin de parrainage pour être candidat, aujourd'hui, on est forcé d'être candidat à la candidature d'abord, avant de voir si on est éligible pour aller déposer officiellement son dossier. Alors, ceci dit, bon, il n'y a pas vraiment un silence. Il n'y a pas de silence puisque les débats se font. Nous sommes là aujourd'hui justement pour en parler. Et n'oubliez pas également qu'au niveau de la mouvance, en tout cas, il y a quand même la volonté du chef de l'État qui a souhaité que ce sujet ne soit pas évoqué avant une certaine période. Okay? Et ensuite, remarquez avec moi que cela a permis quand même d'avoir une sorte d'accalmie au niveau des administrations publiques, de discipline. Hein? Au niveau des administrations publiques, l'État fonctionne toujours normalement. On n'a même pas l'impression que on va aux élections. C'est présidentiel. Et pour moi, c'est très positif. C'est très positif. Du côté de l'opposition, j'imagine que c'est par pure stratégie aussi qu'on attend, parce que on attend, j'imagine, de voir ce qui va se dessiner au niveau de la mouvance pour savoir quel genre de candidats présenter pour faire face au poids que la mouvance représente. Enfin, que nous représentons. Alors, je vais me tourner vers vous, Yedafou Koutchemen. Alors, quelle appréciation faites-vous alors de ce climat politique à l'orée de 2026, alors qu'avant, on assistait généralement déjà à la déclaration de candidature, à une ferveur électorale à l'approche des élections? Je crois que, comme l'a dit M. Abou Kabassi, il faut remarquer que il y a eu des intentions. Quoique ce sont juste des intentions parce qu'il faut réussir à décrocher des parrainages. Et c'est là tout l'enjeu de la réforme du système partisan qui impose à chaque duo de se faire parrainer par 8 parrains, maires et députés inclus. Et lorsque vous savez qu'il n'y a que 3 partis politiques qui sont représentés au Parlement et, bon, disons 4 partis politiques qui détiennent des parrains, vous comprenez que ce n'est pas le moment de s'agiter comme par le passé où on vient juste amuser la galerie. Et la fonction également, c'est une fonction très sérieuse pour qu'on arrête d'amuser la galerie. Et donc, vous convenez que ce n'est pas encore trop tard. C'est du 10 au 14 octobre les délais pour déposer les candidatures. La mouvance présidentielle a déjà dit qu'elle s'active et visiblement entre le 10 et le 14, nous saurons
quoi qu'il arrive, qui va représenter cette mouvance? Est-ce qu'il y aura une candidature unique de l'ensemble de l'ensemble de la mouvance, ou on finira par avoir deux candidatures? Nous attendons de voir. Du côté de l'opposition, convenez avec moi que au-delà de la stratégie, lorsque l'opposition va se hasarder à désigner n'importe qui, étant donné que l'opposition a juste l'effectif requis pour parrainer, ça risque d'apporter, de les disqualifier, ouais. Parce que les mécontentements peuvent amener des gens à se retirer. Et quand on est juste au seuil, on fait très attention. Alors, vous, monsieur Abdel Fadel, j'aimerais quand même vous demander, lorsqu'on voit les partis politiques dans cette dynamique de pouvoir observer, de ne pas, quand même, de pouvoir suivre cette dynamique, de ne pas déclarer déjà sitôt les candidatures, est-ce que cela ne dénote pas d'une fragilisation au sein de ces partis-là, ou bien c'est plutôt une ligne de conduite stricte que les partis politiques doivent suivre, et cette ligne de conduite est imprimée en réalité par le chef de l'État? Et si le chef de l'État n'avait pas imprimé cette ligne de conduite en ce qui concerne la désignation du duo de candidature? Bon, déjà, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si c'est le chef de l'État ou le chef de l'État en concertation. Le porte-parole du gouvernement est venu, bien sûr, sur le plateau pour donner la date, ou plus ou moins le mois où et on pourra connaître quand même le duo de candidature de la mouvance présidentielle. Oui, dans tous les cas, comme l'a dit mon collègue sur le plateau, du 10 au 14, qu'on le veuille ou non, on connaîtra les visages, d'accord? Et oui, tout à l'heure, il a dit l'opposition a juste le seuil de parrainage. Non, je pense que FCBE est toujours un parti de l'opposition. Et donc, on va... Il y a des maires qui sont disponibles pour l'opposition. Bon, donc l'opposition, au-delà elle est plurielle. Oui, mais... FCBE a des parrainages. LD a déjà estimé qu'il n'y aura pas d'entente avec FCBE. Bon, ça, vous savez, moi j'ai appris une petite chose, par ma petite expérience politique, il n'y a jamais rien de définitif. Vous savez, en politique, je pense qu'il n'y a pas d'ennemis, il y a des adversités du moment. La preuve, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui étaient là avant, et puis bon, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est pas parole d'évangile, parce que rien ne nous dit, le chef de l'État lui-même l'a dit, on ne sait pas si son candidat ne viendra pas de LD. Oui, dans ce cas, on ferait comment? Oui. Vous voyez? Donc, pour moi, ce n'est pas juste le seuil, ils ont 28 parrains, mais il y a également quelques parrains de FCBE qui peuvent être peut-être à la dernière minute. Peut-être. FCBE a juré être un candidat. Non, mais le jeu politique demeure toujours, tel que Abdel Fadel l'a dit. Donc, tout est encore possible. Évidemment. Vous voyez, parfois on a ce que des gens appellent l'alliance contre nature, mais quand certains intérêts convergent, on peut voir beaucoup de choses, d'accord? Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, non, je l'ai dit à l'entame, le chef de l'État a été clair. C'est un débat qu'il n'aurait pas souhaité qu'on mène avant une certaine période. C'est quand même le chef de la mouvance. Et un chef, ça se respecte. Et si ce qu'il dit, nous sommes convaincus que c'est la bonne manière de procéder, la preuve, je vous ai dit tout à l'heure, l'administration publique quand même fonctionne toujours. En d'autres temps, 2 ans avant, bon, on aurait eu beaucoup de choses. Il y a même parfois certains ministres du même gouvernement étant portés par cette même ambition, allant dans le sens contraire du chef du gouvernement, feraient des jeux. Bon, pas possible. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous avons des équipes totalement disciplinées. Oui. Tout le monde est en ligne. Et les choses se font comme il le faut au sein des partis. En tout cas, je peux parler du parti Bloc républicain, qui est mon parti. Les choses se font comme il le faut. Aujourd'hui, nous en sommes à l'étape de mobilisation de nos cellules pour mettre tout le monde en ordre de bataille, parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a d'abord les élections générales. Donc, on met tout le monde en ordre de bataille pour y aller méthodiquement, parce que les règles ont changé. Les choses sont devenues plus corsées et on sait que si jamais quelqu'un décidait
de faire cavalier seul ou bien d'aller suivant ce qu'il a envie de faire, ça ne marchera pas. Et le chef de l'État a été clair, il aimerait qu'on se mette tous ensemble pour travailler. Donc, je pense que c'est conformément à ces instructions-là que le bloc républicain reste en ordre de bataille, reste discipliné pour conquérir le pouvoir d'État. Alors, je vais vous demander, M. Abdel Fadel, est-ce qu'au sein du bloc républicain, on n'a pas déjà, par exemple, des candidats qui sont dans l'ombre? Je l'ai dit, non, dans tous les cas, on ne se lance pas en politique sans ambition. D'accord? Si nous sommes, par exemple, 50 000 militants, ça fait autant d'intérêt. Peut-être que les 50 000 ont un jour envie, enfin, aspirent à être président de la République ou présidente de la République. D'accord? Ça, on n'y peut rien. Le rêve est la chose la plus démocratique qui soit. D'accord? Mais ça ne change pas qu'il y a des règles, il y a des procédures, et le moment venu, ben, ceux qui sont prêts pour déposer leur candidature, pour défendre leur projet, expliquer pourquoi ils valent mieux que d'autres, ben, ce moment viendra, ils vont le faire. Maintenant, moi, je ne sais pas sous quel format ça va se faire. Est-ce que c'est devant un jury? Est-ce que c'est devant le chef de l'État? Si, par exemple, pas les deux partis, les partis de la mouvance s'entendaient pour avoir un ticket de duo unique, ça veut dire que ceux qui seront pressentis vont devoir certainement plancher devant tous les chefs de ces partis-là pour pouvoir convaincre, pour qu'on puisse... Parce que ça ne sert à rien de prendre des gens qui ne seront pas, qui seront pas rassembleurs. D'accord. Ouais. Alors, écoute, j'aimerais te demander, par exemple, si éventuellement, si le chef de l'État n'avait pas mis cette dynamique en œuvre, n'avait pas mis cette discipline, d'accord, est-ce que les partis politiques de la mouvance présidentielle auraient respecté cette dynamique? Pour rappel, on a vu quand même un ancien ministre qui avait commencé par avoir une ambition politique en griffe, mais on a compris comment cette ambition a été vite dissoute parce que quand même, il fallait suivre une ligne de conduite dictée par le chef de l'État. Et s'il n'était pas là, s'il n'avait pas imprimé cette dynamique, est-ce que les partis politiques de la mouvance allaient pouvoir respecter cela? Je crois qu'il vaut mieux parler de leadership des premiers responsables des partis politiques. Il vaut mieux voir la chose sous ce temps parce que vous avez beau avoir des ambitions, si le parti ne décide pas de soutenir votre candidature, ça va rester à l'étape d'ambition. Donc, on a beau avoir des ambitions, je crois que la nouveauté, c'est une nouvelle que nous sommes en train d'expérimenter, c'est que il y a une discipline de groupe qui est imprimée, d'abord à travers la loi qui l'impose. Donc, ce n'est pas la volonté d'un individu d'abord. Donc, c'est d'abord la volonté de la loi qui l'impose. Et vous allez constater que ce n'est pas seulement au niveau de la mouvance que cette discipline s'impose, au niveau du parti, les démocrates, bien qu'il y ait des ambitions. La loi ne vous refuse pas, en tant que militant. Vous allez constater qu'au niveau du parti, les démocrates, juste là, personne n'ose exprimer ouvertement ses ambitions de briguer. Il y a quelques-uns qui... les candidatures sérieuses, vous n'entendez pas parler. Ne dites pas ça. Je le dis, ça n'engage que moi, les candidatures sérieuses. Qu'est-ce que vous comprenez à travers les candidatures sérieuses? Depuis toujours, il y a des candidatures pour amuser la galerie et il y a eu des candidatures sérieuses. Et les candidatures sérieuses, ça vient toujours vers la fin. C'est beaucoup plus stratégique, c'est beaucoup plus réfléchi. Et ces personnes incarnent un certain leadership. Ceux qui se déclarent aujourd'hui intéressés par la chose. Vous pensez qu'il n'y a pas de sérieux parmi eux? Vous ne pensez pas qu'il n'y a pas de présidentiable parmi eux? Avant d'être présidentiable, il faut regarder au moins une certaine popularité de ces individus. L'affect que ces individus développent avec, je vais dire, même si ce n'est pas les électeurs, la population. Donc,
ceux-là qui parlent aujourd'hui, vous sentez que ce n'est pas des gens qui sont portés par une masse. Ils viennent pour rompre un silence. Ils viennent pour nous rappeler qu'il y a une échéance, il y a des enjeux qui sont en vue. Mais les vrais candidats, comme toujours, viendront vers la fin. Et si éventuellement, parmi ces derniers candidats, vous retrouvez ceux que vous jugez peut-être aujourd'hui qui ne sont pas présidentiels, si vous les retrouvez vers la fin. De toutes les façons, ils sont combien non. Au niveau de la mouvance, vous voyez combien de gens disent juge. Au niveau de l'opposition, les responsables, ceux qui sont en vue, juste là ne parlent pas. Parce que de quoi parlons-nous? Il faut pas que il faut qu'on arrête de nous amuser. C'est d'abord stratégique. Il faut être stratégique. Il faut incarner un certain nombre de un leadership avéré. Oui, mais et lorsque je regarde ces personnes, est-ce que vous mais ça, c'est un procès d'intention. Bien sûr, je ne peux mais ça commence comme ça. Puisque moi, avant tout, je suis un électeur. Bien et sûr. j'ai le droit d'apprécier ceux qui me disent « je veux te diriger ». Et je dis « ils n'ont pas le poids là. Oui, écoutez, on respecte votre opinion. Et pour autant, je vais écouter également le son de cloche d'Abdel Fadel sur la question. Il y a quand même, ça c'est un procès d'intention, il y a quand même des gens de très bonne qualité qui se sont prononcés. Et chacun a eu à dire que c'est la candidature à la candidature. Oui. Je prends comme un Nouroudine Saka Saleh, par exemple. Vous ne me direz pas qu'il n'a pas cette capacité. Vous comprenez? Mais Nouroudine n'a pas officiellement dit qu'il est candidat. Non, il a dit qu'il est candidat. Il a dit qu'il veut que les conditions soient claires. Juste là. Non, attention, il a dit principalement deux choses. La première chose qu'il a dite, c'est qu'il aimerait susciter ce débat au sein de son parti. Voilà. Et deuxièmement, que lui, qu'il est intéressé à être candidat à la candidature au sein de son parti. À condition. Non, il a été clair. Non, condition ou pas, il a été clair. Et lorsque vous dites ça, c'est un peu, je dirais, vous savez, même si vous banalisez quelqu'un, attention, parce que la popularité, c'est pas... Comment vous mesurez qu'il n'a pas de popularité, par exemple? Je suis pas là pour le défendre. Moi, j'aime bien... La preuve, je n'ai pas nommé quelqu'un. J'aime bien qu'on soit juste. Non, je n'ai pas... On n'a pas... Oui, c'est vous qui avez sorti un nom. Oui. Et tout à l'heure, je vous ai dit, juste là, pour moi, il n'est pas encore... Vous avez généralisé. Oui, j'ai généralisé. Donc, il fait partie de ceux-là. Donc, même ça, le nommer... Il est concerné. Mais je répète et je le dis, juste là, les candidatures sérieuses ne se sont pas... Est-ce que vous l'avez écouté? Ok, monsieur Kouchemé. Nouroudine Saka Saleh est un ami. Allez-y. Par rapport à cette question, par exemple, liée au sérieux des candidats, par exemple, est-ce que déjà, parmi ceux qui déjà réclament d'être candidats à la candidature, par exemple, est-ce qu'ils ne sont pas vraiment porteurs d'idéaux qui puissent les amener, par exemple, à être président? Non, vous savez, moi, comment dire, toute ambition est légitime. Et comme j'ai dit, personne ne se lance en politique pour... je sais pas, il n'y a pas de Père Noël en politique. On se lance parce qu'on a un objectif clair. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on pense être capable d'aller peut-être à l'étape suivante, ainsi de suite. Il y a certains qui n'ont peut-être pas l'ambition d'être président de la République, mais plutôt président de l'Assemblée nationale ou autre chose. Vice-président. Peut-être vice-président de la République. Chacun a son niveau de... Alors, moi, ce que je juge, ce que je me permets de juger, c'est justement ce que ces personnes disent qu'elles souhaitent faire. C'est quoi leur vision? Qu'est-ce qu'elles portent comme idée? Vous voyez? Est-ce que ces idées-là, elles sont pertinentes? Est-ce que la manière dont ces personnes veulent mettre en œuvre ces idées, est-ce que c'est réaliste? Vous voyez, ce sont des critères qui sont, je pense, quand même, qui peuvent nous permettre de dire, OK, bon, lui, ce qu'il dit, c'est pas trop sérieux, ou bien, voilà, si quelqu'un vient vous dire, oui, moi, je veux que au bout d'un an, que 100% des enfants au Bénin soient scolarisés, bon, c'est bien, c'est pertinent, mais est-ce que c'est réaliste au bout d'un an? C'est pas réaliste, vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire, non, pour lui, l'agriculture, c'est pas le socle de développement d'un pays, et qu'il dit, il aspire à être président de la République, là, ça devient, bon, c'est pas sérieux, vous voyez? Mais juste
à cause de l'apparence estimée ou bien parce que vous estimez que bon, la personne ne ressemble pas aux gens classiques, hein, aux ténors, vous le disqualifiez. Bon. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence. Alors, Bon, c'est ma compréhension. Je pourrais quand même dépasser ce débat pour vous demander, tel que vous n'avez pas répondu totalement à ma question, je demandais si le chef de l'État n'avait pas imprimé cette discipline, est-ce que les partis politiques de la mouvance présidentielle vont pouvoir respecter? Moi, je pense que non. Je pense que non, simplement parce que ce que le chef de l'État a réussi à faire, c'est, pour le moment, c'est de mettre ensemble plusieurs intérêts divergents dans des creusets. Il a également dit, lorsqu'il a rencontré la jeunesse, pour lui, la question idéologique n'est pas encore arrivée. Oui, c'est vrai. D'accord? Donc, il a poussé les ténors à se mettre ensemble. Ouais. Parce qu'il veut que tout le monde travaille ensemble, parce que pour lui, le développement, c'est le Bénin. N'est-ce pas? L'idéologie, c'est le développement du Bénin. Et il y a un autre acteur politique qui a dit quelque chose qui est véritablement ça. Il dit c'est parce que les gens ont peur de la capacité de nuisance du chef de l'État qui se tiennent tranquilles. Oui. Et je pense que c'est totalement ça. Vous voyez? Donc, s'il n'était pas là, je pense qu'à l'heure actuelle, même au sein des partis, il y aurait beaucoup de pagaille. Ouais. Donc, c'est mon point de vue. J'ai répondu en partie à cette question en disant c'est d'abord la volonté de la loi. C'est la loi qui l'impose. Vous pouvez annoncer l'intention, mais vous n'avez pas cette capacité d'aller déposer vos dossiers. Donc, lorsque vous commencez déjà comme par le passé où pour un oui ou un non, on fait scission et tout ça, aujourd'hui, lorsque vous le faites, c'est que vous risquez de ne même pas vous retrouver au Parlement. Oui. C'est déjà ça. La loi impose d'abord cette rigueur. Et mieux, le seuil de 10% au plan national et de 20% dans chaque circonscription électorale est un facteur de discipline. Parce que lorsque vous n'êtes pas sûr que lorsque vous faites scission, vous allez créer votre parti, vous allez d'abord réunir les 10% au plan national et maintenant venir commencer par réunir les 20%, c'est compliqué. Donc, lorsque vous faites une analyse sérieuse, vous vous dites, est-ce que c'est opportun de faire de la scission parce que pour un oui ou un non, comme par le passé, ou pour faire pour faire comme on a l'habitude du chantage politique, on se met à l'écart. Actuellement, c'est difficile. Et je vous jure, le parti qui en profite, ou du moins les partis qui en profitent le plus aujourd'hui, ce sont les partis représentés au Parlement. Et dans une moindre mesure, FCBE qui a des maires. Qui n'est pas au Parlement. Mais voilà. C'est pas exactement... enfin, dans votre réponse, dans sa réponse, il a comment dire? Fait une appréciation. Non, habilement introduit les élections générales. Voilà. D'accord? Voilà. Oui, c'est parce qu'on se dit que si on ne reste pas tranquille comme il faut, avant que tout soit fatal pour notre positionnement pour la suite. Mais c'est pas totalement même pour ça. être candidat à la présidentielle, c'est le parti qui choisit. Et lorsque vous faites scission, le parti ne vous soutient pas. Je suis totalement d'accord. Mais n'oubliez pas un facteur. Il y a un facteur important. Vous savez, c'est pas parce que moi je peux pas être candidat que ça veut dire que je peux pas nuire au parti. Vous comprenez? Tous ceux qui aujourd'hui ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir de parrainage, mais pourquoi ils sont tranquilles? Parce qu'ils ont peur de la capacité de nuisance du chef de l'État. Pourquoi au niveau de l'opposition, il n'y a pas... Non, pour l'opposition, moi, j'estime que c'est de la stratégie. L'opposition est dans sa stratégie, on respecte sa stratégie. Ils savent pourquoi ils ont cette posture. Mais moi, je parle des partis de la mouvance. Mais si moi, Fadel, aujourd'hui, je dis, j'ai envie d'être candidat, mais je n'ai aucune possibilité d'avoir des parrains. Mais vous ne savez pas combien de personnes il y a derrière moi. Je peux sortir, je dis, bon, pour la campagne, je torpille. Je suis toujours à l'intérieur du parti. Mais pour la campagne, je torpille tout, j'empêche. Exactement. Mais pourquoi je ne fais pas ça?
Parce qu'il y a cette discipline. Vous comprenez? Donc, je ne pense pas que ce soit une question de loi. La loi ne peut pas tout couvrir. Vous voyez, la loi ne peut pas tout couvrir. Il y a les hommes. Et même cette loi-là, qui vous dit que la prochaine assemblée ne va pas s'asseoir, décider de tout changer. De toutes les façons, pour le moment, c'est cette loi. Oui, pour le moment. Et cette loi vous impose un certain nombre de règles. Cette loi impose que pour aller déposer une candidature, il faut des parrains. Ouais, voilà. Il faut des parrains. Et ces parrains, là encore, la loi va plus loin. Ces parrains, ils ne sont pas libres. Il ne peut pas dire, moi, je parraine celui-ci. Pour ça, j'ai dit, c'est le parti qui décide. Oui, mais je dis, même si moi, Fadel, je suis parrain, et que le parti dit, voilà celui qu'on soutient, et je suis contraint de donner mon parrainage à celui-ci, qu'est-ce qui m'empêche de torpiller la campagne de celui-là sur mon territoire? Rien. Nous ne sommes pas encore en campagne. Non, mais il y a, pour l'instant, c'est les intentions. Non, il y a des signes. Laissez tomber. Il y a des signes précurseurs. Bon, je pourrais même rappeler que récemment, vous avez vu que depuis un certain moment, il y a des ralliements, c'est-à-dire des sympathisants, des leaders qui quittent. Par exemple, l'Union progressiste, le renouveau pour rejoindre le BR et vice-versa. Et il y a une autre dernièrement, par exemple, de l'Union progressiste qui met fin à cette bagaille. C'est pour éventuellement limiter ce désordre-là. Bien sûr. Et donc, les partis politiques ont déjà leur rapport. Et pourquoi pas au niveau des leaders politiques qui déjà essaient quand même de régler ce problème-là au niveau des partis. Et d'abord, c'est le chef de l'État qui, d'abord, imprime cette dynamique à travers les leaders politiques qu'il a mis à la tête de chaque parti politique, si on peut le comprendre. Moi, ma conclusion à moi, c'est que c'est comme ça grâce au management du chef de l'État. Si lui n'avait pas été là, on n'aurait peut-être pas eu autant de désordre qu'avant, mais on aurait eu du désordre. C'est vrai. C'est évident. Voilà. Donc, il faut reconnaître quand même que toutes les réformes que le chef de l'État a entrepris ont permis quand même de discipliner un peu la classe politique. Et aujourd'hui, maintenant, à l'orée des élections de 2026, on pense déjà que l'on ne connaîtra que le candidat aux élections présidentielles. À l'élection présidentielle, je vais parler du duo de candidature, le président et le vice-président, ou bien la présidente et le vice-président. Et la vice-présidente, ça peut être deux femmes. Exactement, exactement. Donc, du coup, je me demande, dans ce climat-là, lorsqu'on regarde le camp d'en face, par exemple, au niveau de l'opposition, qui détient uniquement que 28 parrainages. Bon, je vais parler de cette opposition-là qui est au sein de l'Assemblée nationale. D'accord, les démocrates, parce que déjà, au niveau de l'appartenance à l'opposition, ils disent déjà que l'FCBE constitue une opposition un peu modérée où ils n'adhèrent pas forcément à toutes les idéaux de cette classe de l'opposition. Mais en politique, tout calcul est possible. Alors, lorsqu'on prend la classe de l'opposition aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour eux de pouvoir déclarer plutôt leur candidat? Oui, c'est pourquoi j'ai dit l'opposition est dans sa stratégie. Vous savez, quand vous allez jouer au foot et que vous voyez les défenseurs du camp adverse et qu'il y en a qui sont plus costauds que d'autres, le défenseur central est peut-être le plus musclé. Vous ne faites pas passer la balle. Tout le temps, là, vous usez d'imagination, de stratégie pour pouvoir le contourner. Donc, l'opposition analyse également. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, attention, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent à quel moment il faut, pour eux, présenter leur duo de candidats. Et je pense qu'on aura de belles surprises aussi du côté de l'opposition. Alors, mais en restant dans votre dynamique et en excluant, par exemple, le FCBE, par exemple, de cette opposition-là, c'est-à-dire pour le parrainage, en considérant uniquement les démocrates, en tant que 28 parrains, par exemple, pour pouvoir parrainer le prochain duo de candidature, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un risque si éventuellement l'un des parrains disparaissait? Je crois que j'avais déjà, dans une analyse précédente, dit il y a des risques dans tous les camps. Ah bon? Oui. Au niveau du parrainage? Il y a des risques et on peut avoir des surprises dans tous les camps. Et je suis allé jusqu'à dire des gens pourraient être attendus et à l'arrivée vont répondre absent. Et donc, ce à quoi nous faisons face est stratégique.
Et ce sont les élections communales, municipales et législatives de janvier, donc du 11 janvier 2026, qui vont déterminer la suite. Vous pouvez, ces partis donc peuvent rapidement, et c'est pour cela que la discipline s'impose à eux. Parce que lorsqu'on joue aux zozo, comme par le passé, on émiette les voix. Et le risque de ne pas atteindre le seuil de répartition des sièges est grand. Et c'est justement le fait que cela soit avant les présidentielles qui discipline tout le monde. On veut d'abord s'assurer être au Parlement. Au niveau des communales et municipales, il n'y a pas trop de risques. Mais de l'autre côté déjà, il y a un grand risque. Et donc, vous convenez avec moi que chacun veut sauvegarder son précaré et maintenant étendre ses tentacules. Et vous allez constater qu'il y a un communiqué qui est sorti récemment où on dit « Nous ne voulons plus accepter des élus. Nous ne voulons plus accepter des démissionnaires d'un groupe qui veulent adhérer à notre groupe. » C'est en fait se fragiliser entre soi. Alors que l'enjeu, c'est comment maintenir son hégémonie sur l'échiquier politique. On n'assiste pas à cela au niveau des démocrates. Les démocrates, ma question est beaucoup ils sont suffisamment conscients. Ils Oui. sont suffisamment conscients que, au moindre geste, pour le moment, la Sénat est en train de les sensibiliser sur le parrainage. Donc, pour le moment, la question ne se pose pas. C'est lorsqu'il y aura de grands... le risque est là. Que lorsque le choix sera mal fait, il y a un parrain qui se fâche peut disparaître. Puisque vous n'avez pas de procuration, vous n'aurez pas de sa signature. Dans ce cas de figure, c'est bloqué. Seulement que c'est un risque qui sera vilain. Non, je ne pense pas que ce soit exactement ça. Je ne pense pas. Déjà, je voudrais apporter quelques précisions. La note dit que l'UPR ne veut plus d'adhésion d'élus et de responsables de partis. Exactement. Pas de militants. Ils ont précisé BR. Oui. Non, c'était pour le BR. Mais c'est-à-dire, on ne parle pas des militants là. On ne parle pas de n'importe quel militant. Non, des leaders. On parle des leaders. Des élus. Et des gens qui sont dans une position de responsabilité au sein du parti. Et vous comprenez pourquoi on dit ça? Oui. C'est pour ne pas fragiliser l'autre. Je suis totalement d'accord. On est dans le même sens. D'accord? De la même manière, l'autre précision, c'est que FCBE continue de recevoir des adhésions. Oui. D'accord? Ça, c'est un peu au sein de l'opposition. Pas FCBE, démocrate. Oui, bien sûr. Ça fait même pas, il y a quelques jours, c'est à Candy. Pardon, oui. Mais que les militants ou les responsables des leaders de la mouvance rejoignent LD ou des leaders LD rejoignent l'opposition et la mouvance, c'est de bonne guerre. Oui. Mais c'est entre soi, se fragiliser entre soi là qui est dangereux. Oui, il n'est pas encore allé au bout de ses idées. Oui, et j'ai un peu perdu le fil. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas exactement chaque parrain. Oui. Non, on a donné la responsabilité au président du parti politique. Donc, si moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je veux dire, si j'étais président du BR, oui. Mais tous mes parrains, ils vont me donner leur parrainage. Oui. Ils vont signer. Donc, que quelqu'un dise... Signe à blanc. Bien sûr. Je suis élu du parti. Je suis élu grâce au parti. Donc, mon rôle de parrain appartient au parti. Donc, que le parti te dise, tu signes à blanc ta procuration pour la désignation du duo du parti, tu n'as pas de raison de dire non. Encore que sur le sujet, je pense que les partis de la mouvance n'auront pas trop ce problème parce qu'ils disposent d'assez de parrainage. Oui. Et donc, je pense qu'ils ne seront pas... Le risque, c'est au niveau de l'opposition. Ils n'auront pas ce problème. Alors, oui, mais c'est valable. C'est valable pour tout parti politique. C'est-à-dire c'est le président du parti qui détient les parrainages. Alors, ça va me permettre quand même de transiter rapidement vers le second sujet de notre entretien de ce soir. Il s'agira de faire
le bilan du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retirer, par exemple, du bilan de Patrice Talon au bout de ces 2 mandats? Mais avant cela, ce sera juste après ceci. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours connectés. Le nouveau Manager TV. Nous revenons sur ce plateau. Mes 2 invités sont toujours sur place et nous allons aborder tout de suite le second sujet qui fera objet de nos discussions, ce qui concerne le bilan du chef de l'État, où déjà son mandat tend déjà vers sa fin puisqu'il est en train de finir son second mandat et il va partir. Alors, quel bilan peut-on faire alors des 2 mandats du chef de l'État? Nous allons en parler tout de suite. Il a toujours mon très cher ami Abdel Fadal Abou Kabassi qui est toujours sur ce plateau. Il est consultant, expert financier, je pourrais le dire. Il y a Kouchemen Yedafon qui est toujours là avec moi sur ce plateau. Alors, dites-nous, quels sont aujourd'hui les véritables succès que l'on peut attribuer aux 2 mandats du chef de l'État, Patrice Talon? En termes de succès, je crois que d'abord, il y a l'effort de modernisation du cadre de vie du Béninois et qui est visible et qu'on ne peut pas contester. Et nous avons également beaucoup de réformes. Des réformes pour limiter les cas de corruption, de prévarication à travers la digitalisation et tout ce que vous savez. Oui. Des efforts pour élargir l'assiette fiscale, donc attirer plus de ressources financières. Des efforts pour améliorer l'éducation, ou si vous voulez la formation des jeunes. Et puis, il y a également des efforts pour mieux soigner le Béninois. On peut citer beaucoup d'autres choses. Cependant, bon, comme on le dit, un bon réformateur, il a beau apporter des avancées, des progrès, il y a toujours des graissements dedans. Et donc, vous comprenez pourquoi, malgré qu'on estime que le PIB du Bénin est augmenté, malgré que le niveau de croissance du Bénin, actuellement, nous tournons autour de 7% du PIB et consort, malgré tout cela, il y a forcément des gens qui sont laissés en rade et ces gens-là continuent par se plaindre. Et en termes de réforme, et de modernisation de notre cadre de vie, vous allez constater qu'il y a des gens qui sont dégagés de nos artères, non seulement pour mieux embellir, mais également que ces gens-là aillent louer soit des espaces, ce que beaucoup ne perçoivent pas constitue une manne financière pour l'État. Arrêter de vendre la vente à la sauvette, comme on le dit. Il y a un certain nombre d'activités qui sont en train d'être interdites ou supprimées. Et ça fait partie des succès selon vous? Ça fait partie des succès parce que le fait d'interdire à ces jeunes personnes, à ces dames, de ne pas plus vendre à la sauvette, on ne leur interdit pas de mener une activité. C'est-à-dire, soit ces personnes-là vont s'installer dans les marchés qui sont construits nouvellement. Et donc, comme j'ai dit, il y a quand même un effort de modernisation de notre cadre de vie. Lorsque ces gens-là iront occuper ces espaces, vous convenez avec moi qu'il y a quand même des redevances que ces personnes-là vont payer. Et puis, en termes d'esthétique de nos villes, vu que nous avons comme ambition de vendre le Bénin comme une destination touristique, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre. Donc, ça fait partie des succès, malgré qu'il y a des critiques autour. Ce n'est pas parce que c'est critiqué que ce n'est pas un succès. D'accord, je vais revenir à vous tout à l'heure en ce qui concerne les succès et également les limites de ces succès-là. Avec vous, Abdel Fadel, dites-moi, quels sont selon vous les succès indéniables de la gouvernance de Patrice Talon? Il y en a tellement que je pense que je pourrais passer toute la journée à en parler, mais je vais essayer de réduire. Mais avant ça, mon cher ami a parlé des personnes qui ont été déguerpies, n'est-ce pas? Quand on met l'émotion de côté,
on met l'émotion de côté. Je voudrais rappeler que ces personnes ont été averties longtemps à l'avance. Il y a même eu des délais, des rallongements de délais pour leur permettre de démanteler leur propre étalage. Oui. Mais à un moment donné, on dit, c'est l'État. L'État a son programme. Force doit rester à la loi. C'est l'État. Et c'est pas comme si l'État était allé s'accaparer de quelque chose qui ne lui appartenait pas. C'était les autres qui étaient en posture illégale. Oui. D'accord? Donc, on a eu tendance à inverser parce que, bon, nous sommes des humains. Les émotions sont rentrées dedans. Oui. Voilà. Pour revenir au bilan, honnêtement, ce qui me vient en tête en premier, c'est d'abord, parce que vous avez rappelé, j'ai été conseiller technique au secteur privé, donc tout ce qui était environnement des affaires, je vous assure, les gens n'ont pas idée de l'énorme travail qui a été abattu à ce niveau. Aujourd'hui, les gens créent leur entreprise en, je ne sais pas, en une journée. Mais toute la réforme qu'il y a eu à l'APIEX, les gens n'ont pas vu. Le code des marchés publics qui a été refait, il y a la loi sur les zones économiques spéciales, la loi sur le partenariat public-privé, la loi de promotion des micro, petites et moyennes entreprises. En tout cas, le cadre, l'environnement des affaires du Bénin pour rendre le Bénin beaucoup plus attractif a été quand même modifié. Je parlerai également de la loi que les gens ne comprennent pas bien, la loi sur l'embauche, que les gens ne comprennent pas bien. Mais le chef de l'État était clair sur ça. Tant que vous êtes utile pour quelqu'un, le contrat ne vaut rien. Tant que vous êtes utile, personne ne va vous renvoyer. Donc, arrangez-vous pour être toujours utile. Vous voyez? Après cet aspect, je parlerai du numérique. Le numérique et de la digitalisation de toute l'administration publique. Aujourd'hui, imaginez, nous restons là, plus besoin de se déplacer pour avoir nos pièces d'identité, pour avoir certains documents. Avoir la naissance, le casier judiciaire. Énormément de choses. Même la TVM, même aujourd'hui, vous allez faire la visite technique pour votre véhicule. Mais absolument tout a été fait pour faciliter le quotidien des Béninois. Mais là, personne n'en parle. Et c'est dommage. Non, vous en parlez maintenant. Oui, mais on devrait en parler beaucoup plus. On devrait en parler beaucoup plus pour rappeler. Il y a également Internet. Il y a eu tellement de projets pour boucler Cotonou et environ en termes de fibre optique, mais les gens n'en parlent pas assez. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, en termes de communication, télécommunication, c'est assez fluide. Est-ce que c'est le rôle des gens d'en parler ou le rôle de la cellule de communication du chef de l'État? Non, vous savez, comment dire, il y a les partis politiques également qui soutiennent l'action du chef de l'État. À l'intérieur de chaque parti politique, il y a des commissions techniques. En tout cas, je parle du BR. D'accord? Je parle du BR. Le BR en parle assez? Bien sûr, nous avons des commissions techniques. Et normalement, au niveau des commissions techniques, quand on mène des débats, moi je viens vous parler aujourd'hui, par exemple, je peux vous parler de l'électricité. Je suis premier vice-président de la commission technique en charge du développement industriel des mines, de l'énergie et de l'eau. Au sein du parti. Au sein du parti. Donc, nous avons des personnes de qualité qui peuvent aller effectivement en parler. J'invite les partis politiques à en parler beaucoup plus. Pas seulement sur les plateaux. Pas seulement sur les plateaux, mais également faire comprendre aux populations. Lorsque c'est aussi le rôle des ministres conseils. Oui, mais vous savez, un seul individu ne peut pas tout faire. C'est un État, nous sommes un pays, donc chacun doit quand même pouvoir s'approprier ce qui l'intéresse pour pouvoir en parler comme il faut. Aujourd'hui, nos papas qui sont retraités n'ont plus besoin de se déplacer pour avoir leur pension. Oui. Ouais, il y a beaucoup de choses. Pour ceux qui ont moins de 50 000, ils reçoivent directement ça sur leur téléphone. Ça, c'est une avancée majeure. C'est un succès d'un point de vue. En termes d'infrastructure, honnêtement, en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi, avant, aller au marché, bon, je réfléchissais. Mais aujourd'hui, je vais dans un marché, je vais me promener. Parce que je trouve ça tellement joli. Et c'est pas comme si les marchés étaient uniformes. Chaque marché est unique, a une architecture unique. Et c'est tellement beau, vous y allez, vous êtes content de vous promener dedans. Et vous voyez, ça c'est franchement, c'est devenu même des lieux touristiques. D'accord? On peut inscrire ça sur la carte touristique du Bénin. Vous dites visiter nos marchés. D'accord? Il y a l'asphaltage, les préfectures. Regardez.
Vous avez vu les nouveaux bâtiments des préfectures? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas majestueux? Est-ce que quand on dit un État, on parle de préfecture, on va dans le département? Est-ce que ça n'impose pas le respect de la chose étatique? Je pense que ça aussi, c'est un succès en termes d'infrastructures, les logements sociaux, j'en passe. Pour la culture, art, tourisme, le retour des biens royaux, ça c'est un succès. Pas juste béninois. C'est un succès planétaire. Oui. Aujourd'hui, ça. Enfin, on s'est totalement démarqué de ça. Le visa annulé pour les Africains, c'est un succès. La nationalité pour les afrodescendants. C'est un succès. Vous comprenez? Parce que derrière, les gens ne voient pas immédiatement ce que ça peut nous rapporter, mais ça nous rapporte énormément économiquement, socialement. Ça nous rapporte énormément. Et c'est dommage que, bon, les gens ne perçoivent pas très vite cela. Nous avons également, j'oubliais, quand vous circulez, vous avez vu le long mur avec de magnifiques peintures. Oui. Bon, ça c'est pour la beauté des yeux, c'est vrai. On ne parlait pas de la place de l'Amazon, hein? Ça c'est le summum. Non, je dis, ça c'est le summum. Je parle du mur. Le mur du port de Cotonou. Je parle du mur. Non, je sais. Je rappelle juste quelques autres réalisations. L'Amazon, pour moi, j'ai dit ça c'est le summum, dans le sens où j'allais finir avec ça. Vous voyez, l'identité bénin aujourd'hui, j'en parlais la dernière fois avec des amis, je dis aujourd'hui quand on monte la Tour Eiffel, c'est identité France. Aujourd'hui, vous montrez l'Amazon, c'est identité bénin. C'est clair. Et il y a énormément de fierté derrière ça. Il y a la statue de Biogera aussi. Il y a énormément de fierté. D'accord? Ce sont des réalisations, ce sont des succès qui n'ont pas nécessairement leur retour économique immédiat, mais sur le long terme. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est la place la plus visitée dans le monde. Mais moi, j'espère que l'Amazon, bientôt, on a déjà des gens qui viennent pour des films, pour des clips, pour toutes sortes de choses, des concerts. C'est déjà un début. Vous voyez, et je pense qu'en Afrique, on s'est très bien positionné par rapport à ça. Oui. Sur le plan social, l'énergie électrique, il y a eu énormément d'avancées sur la question d'accès à l'électricité, l'accès à l'eau potable, les cantines scolaires, microfinance. C'est-à-dire, la liste est tellement longue que je pense que je risque le programme Arche, vous voyez, qui est en train d'être déroulé. Donc, c'est vraiment, c'est que du succès, pratiquement. Mais je vais juste finir avec le point de regret du chef de l'État lui-même qui concerne les lycées techniques, qu'il aurait voulu que ce soit allé plus vite, effectivement. Mais on pense que quand le BR va gagner, quand le BR aura le prochain président de la République, nous irons forcément dans le même sens. Ça m'étonne que vous ne parlez pas de la fête du Vaudon, que vous ne parlez pas de la Ghanée et de la construction du Palais Royal. Je vous ai dit, la liste est tellement longue que si je devais en parler, je passerai toute la journée. Et avec Kouchemé, vous parlez peut-être, vous vous rappelez... Et ceci, même l'opposition reconnaît ça, hein. Attention, l'opposition reconnaît ça. C'est ça qui est magnifique. Je reviens tout à l'heure à vous parce que lorsqu'on parle du bilan et on parle des grands succès du chef de l'État, je veux revenir également au politique. Mais avant, je vais laisser Kouchemé finir d'abord au niveau des autres bilans. Par exemple, lorsqu'on parle par exemple du festival de masques à Porte-Novo, où chaque place, par exemple à Porte-Novo, détient une identité culturelle et historique, par exemple. J'avais déjà parlé de l'effort de positionnement du Bénin comme une destination touristique. Et donc, tout ce que vous venez de citer rentre dans cette perspective. Donc, on a besoin aujourd'hui de citer, on a réalisé telle chose. Non, mais déjà, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, le Bénin est devenu une destination touristique importante. À travers quoi? Et cela, les gens ne viendront pas humer l'air au Bénin. Il y a ce qu'on peut appeler le tourisme culturel, donc qui prend en compte tout ce que vous avez, culturel et mémoriel, qui prend en compte tout ce que vous venez de citer. Et on peut même dire des projets qui sont en phase de finition, comme le bateau du Tepa et tout. Mais il y a aussi le tourisme de santé et le tourisme d'affaires. Aujourd'hui, il y a des pathologies lorsque vous n'avez plus besoin
d'évacuation. Et donc, des pays africains, désormais, pourront se dire, pour telle pathologie, allez vous faire soigner au Bénin. Vous comprenez? Et puis, ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi la construction d'un certain nombre d'hôtels de haute ligne. C'est pour accueillir les hommes d'affaires, c'est pour les mettre dans les conditions qu'ils auraient optimales pour venir dépenser au Bénin. Donc, ce dont on parle en termes de progrès, ce n'est pas que ce qui est visible, mais c'est tout ce qui est fait pour attirer les investisseurs. Et il faut mettre l'accent sur l'environnement des affaires. Si nous n'avons pas un environnement des affaires stable, serein, qui est sûr, rassurez-vous, on a beau investir dans tout ça là, ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'il est facile aujourd'hui de faire affaire au Bénin. Et le point important, mon cher ami l'a évoqué, oui, la loi sur l'embauche. Ce n'était pas pour nos beaux yeux, c'était pour attirer des gens qui sont capables de venir investir au Bénin. Et c'est aussi pour nous obliger à être plus sérieux envers nous-mêmes lorsque nous avons un emploi. Alors, lorsqu'on se laisse tous ces aspects beaucoup plus stratégiques et en termes de pouvoir d'achat, en termes de revenus, en termes de répercussions sur le Béninois lambda aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les grandes réalisations de Patrice Talon a pu toucher le Béninois de Tchoumi Tchoumi? Bon, Tchoumi Tchoumi est loin, donc je ne peux pas dire directement que je connais la réalité de Tchoumi Tchoumi, mais je reste convaincu que bon, l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, tout ce qui a été fait n'a probablement pas été réparti en toute parcimonie. Donc, on va simplement dire que il y a des actions indirectes qui ont été menées, et je suis convaincu, nos frères et sœurs de Tchoumi Tchoumi en ont forcément bénéficié. Vous comprenez? Si par exemple une route a été construite qui rend l'accès un peu plus facile à une autre localité, qui désenclave un peu cette localité, c'est comment dire, c'est touché indirectement, parce que ces personnes vont se déplacer de tel endroit vers un autre endroit pour leurs activités économiques notamment. Vous voyez? Et donc, aller acheter par exemple, acheter chez son fournisseur plus vite, c'est un gain en temps, un gain en argent, plus de sécurité. Et donc, c'est un gain de façon absolue. Vous êtes consultant, vous êtes expert financier. Je voudrais quand même que vous me donnez un atout ou une réalisation en termes économiques qui le président Talon a réalisé aujourd'hui, qui doit faire cas d'école. Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est la zone économique spéciale de Glodibé. Immédiatement. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a d'autres qu'on ne perçoit pas directement. Mais la zone économique spéciale, c'est, on dit, matériellement, visuellement, il n'y a pas besoin d'expliquer, je sais pas, longuement, tous les atouts économiques que cette zone économique spéciale représente. Vous voyez, tous ces investisseurs qui sont venus investir, tout ce qui y est produit, tout ce qui est exporté, tous les Béninois qui sont recrutés et qui travaillent à l'intérieur, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc, je pense que une réalisation économique majeure, industrielle et tout ce que vous voulez, il y a la zone économique spéciale. Mais quand on parle de signatures économiques, oui, sur le plan économique, quelles sont les signatures que le Bénin a pu réaliser de façon économique qui puissent quand même permettre au pays d'être à ce niveau-là? Non, attention. Les accords. Non, vous voyez, aujourd'hui, nous avons un financier comme ministre des Affaires étrangères, un économiste financier comme ministre des Affaires étrangères. Ça dénote de la volonté du chef de l'État de faire de la diplomatie un outil économique. D'accord? Et donc, tous les accords qui sont, comment dire, discutés avec d'autres pays ont forcément un pan qui rencontre les intérêts économiques du Bénin. Vous comprenez? Comme le dernier accord, par exemple, avec le Nigeria, qui représente une vraie force en matière d'économie, et qui est un voisin immédiat. Vous savez,
la pire erreur que le Bénin pourrait faire, c'est de ne pas avoir des accords économiques avec le Nigeria. D'accord? Donc, et justement, vous faites bien d'en parler, parce que le ministre actuel des Affaires étrangères, mais c'est, comment dire, il connaît très bien le Nigeria. Oui. D'accord? Il connaît très bien les atouts du Nigeria pour avoir travaillé sur ce pays-là. Et donc, aujourd'hui, il sait exactement sur quoi appuyer pour faire bénéficier au mieux le Bénin de tous les avantages qu'on a de cette proximité. Sans pour ne pas occulter tout ce que le ministre des Finances, il a pu quand même apporter concrètement dans le domaine économique juste là. Bien sûr. La première chose, c'est la sécurisation de la mobilisation de ressources en interne. Il l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir digitalisé permet d'élargir un peu l'assiette. D'éviter la corruption. Bon, je ne dirais pas corruption. La corruption, c'est autre chose. Mais je dirais d'éviter l'évaporation des fuites d'argent qu'on peut rapidement capter. Donc, il y a une traçabilité des ressources. Ouais. Et également, la gestion de la dette. Vous savez, c'est quand vous gérez bien votre dette qu'on a envie de vous prêter encore de l'argent. C'est ça. Et donc, cette transparence dans la gestion de la dette fait que d'autres pays où lorsqu'on va sur les marchés internationaux, qu'on veut, qu'on émet des obligations, que les gens achètent. Et donc, des fois, nous dépassons même 100% des objectifs. Monsieur Abdel Fadel Abou Kabassi, merci d'être venu sur ce plateau. C'est déjà la fin. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir quand même faire susciter beaucoup de débats, surtout sur la question liée aux acquis politiques. J'aurais voulu le faire également bien avec vous, monsieur Yedafon Koucheme. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. C'est vrai que le temps est vite parti, on s'en est pas aperçu. Plaisir est partagé. Merci également à tous les téléspectateurs, internautes qui nous ont suivis tout au long de cet entretien. Le plaisir est renouvelé. Restez toujours connectés. Le Nouveau Manager TV, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.